bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Mes seins, mon choix, pourquoi l'allaitement divise les féministes, aux éditions Erol, est un ouvrage de la journaliste et rédactrice web Anne-Florence Salvetti-Lyonne, qu'on adore et qui explore l'histoire de l'allaitement en France sous un regard féministe. À travers une analyse approfondie de l'évolution des mentalités, Anne-Florence examine comment l'allaitement a été tour à tour perçu comme une tâche aliénante, confinant les femmes à leur rôle de mère, puis revendiqué comme un symbole de la puissance du corps féminin. Elle interroge également la manière dont l'allaitement peut permettre aux femmes de se réapproprier leur corps face aux pressions patriarcales, médicales et industrielles, tout en soulignant l'importance de préserver la liberté de choix de chaque femme sans culpabilisation. L'ouvrage s'appuie sur des témoignages de mères plus ou moins célèbres pour éclairer le débat et offrir aux femmes les moyens de faire des choix éclairés concernant l'alimentation de leur enfant. Oui, parce que nous, l'allaitement et féminisme, ça nous parle. Choisir d'allaiter ou non est un droit qui ne devrait être ni imposé, ni culpabilisant. On ne veut plus entendre les phrases « tu n'allaites pas ? Tu es fatigué ? Tu devrais arrêter d'allaiter » ou encore « tu allaites encore ?» Sous-entendu, quand ton bébé vient de naître, tu dois allaiter, mais pas trop longtemps non plus, car tu dois reprendre vite le travail et ta vie de femme. On est hyper heureuse aujourd'hui de recevoir Anne-Florence parce que pour la petite histoire, l'été dernier, j'ai commencé un projet dont je ne sais pas trop si j'ai le droit d'en parler, donc on va dire que c'est pour septembre que c'est en train de cuire. Et dans le cadre de ce projet, on m'avait demandé quel livre sur l'allaitement je voulais lire et on me les envoyait. Et le premier que j'ai dit, c'est celui d'Anne-Florence, que je voulais lire à ce moment-là, que j'ai reçu, que j'ai lu très rapidement. C'est le moment où on a lancé le podcast avec Cassandre et je lui avais donné direct en lui disant « il faut absolument que tu lises ce bouquin, en fait, c'est vraiment trop bien. Il faut lire ce livre parce que c'est hyper intéressant, autant d'un point de vue histoire de l'allaitement que d'un point de vue féministe et place de la femme dans la société. Hyper intéressant. » Et donc, je le donne à Cassandre et là... Eh ben moi, ce livre, je l'ai lu et relu plus vite qu'un bon Franck Tillier. Bon, je ne sais pas si personne ne connaît Franck Tillier, mais je pense que tout le monde connaît. C'est un auteur de polar hyper adoré en France. Et il est hyper passionnant, le livre d'Anne-Florence. Bien sûr, parce que c'est un sujet qui nous concerne et nous touche en plein cœur, mais vraiment, il devrait être sur toute l'étape de chevet, tellement il est d'utilité publique. Parce que oui, en 2025, allaiter est encore un sujet qui divise et on entend encore trop de situations où des mères sont privées d'allaiter où elles veulent dans l'espace public. On manque encore cruellement de soutien et on aimerait un allongement du congé maternité, un aménagement du travail, une normalisation de l'allaitement en public. Et ça, ce sont des souhaits parmi tant d'autres pour que le choix d'allaiter ou non soit réellement libre. Et ça passe en premier par un changement de mentalité, de toutes les mentalités. Et merci Anne-Florence pour ça, parce que tu y contribues. Le 8 mars, c'est la journée de lutte pour le droit des femmes et l'allaitement est un droit universel, oui. Nous sommes tellement heureuses d'accueillir Anne-Florence Salvetti-Lyonne. C'est l'heure de la tétée, le point levé. Bonjour Anne-Florence, bon, j'ai cru comprendre que tu préférais qu'on t'appelle Flo, donc on va t'appeler Flo. Un grand merci d'être parmi nous. On attendait cet épisode vraiment avec impatience avec Hélène. Et présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton travail et ton histoire d'allaitement au pluriel. Écoutez, bonjour et puis merci déjà de m'inviter sur Boop Boop. Donc moi, oui, effectivement, je suis journaliste et autrice de livres spécialisés surtout sur les sujets de parentalité et de féminisme. Donc j'ai aussi 2 petites filles qui ont 4 ans et 7 ans et que j'ai allaitées toutes les 2, 15 mois pour la première et puis 3 ans, un peu plus de 3 ans et 3 mois pour la deuxième. D'accord. Beau parcours. Et tes allaitements se sont bien passés ? Oui, et ils se sont bien passés. J'étais très renseignée sur le sujet. Je me suis renseignée à fond pendant mes grossesses. Le premier s'est terminé plus tôt que ce que j'aurais voulu, mais sinon ça s'est bien passé. Alors, on enregistre cet épisode pour le diffuser le 8 mars et on voulait explorer avec toi les liens qui sont complexes entre allaitement et féminisme. On avait d'abord envie un peu de parler de ton
parcours. Alors, on en a parlé en introduction. Ton livre, donc on parle de Mes seins, mon choix, l'un de tes livres, explore en fait l'histoire de l'allaitement en France pour aussi l'explorer aussi par le prisme du féminisme. Et je l'ai trouvé super. Je le dis souvent, pour comprendre l'allaitement, même pour aider les mères allaitantes, c'est hyper important de connaître la physiologie de l'allaitement. C'est ce qu'on a fait dans notre premier épisode. Et la deuxième chose, c'est vraiment de comprendre l'histoire de l'allaitement en France. Et je trouve ton livre vraiment, je suis désolée, je te saoule de compliments, mais vraiment trop bien fait, parce que c'est trop intéressant. Et en fait, c'est vrai que du coup, tu comprends ce qui a foiré au siècle dernier, tu comprends pourquoi on en est là aujourd'hui, tu comprends pourquoi il y a certaines remarques qu'on peut encore entendre des fois de personnes plus âgées ou qui viennent en fait d'un héritage en fait. Et ça, c'est vraiment capital à comprendre en fait pour, je pense, comprendre et pour ne pas juger aussi l'allaitement ou le non-allaitement. Et donc, on voulait te demander un peu, toi, qu'est-ce qui t'a conduit en fait finalement à t'intéresser à ça? Alors, en fait, l'idée, elle est venue pendant mon deuxième allaitement, au tout début. Donc, ma deuxième fille est née en 2021, et en fait, c'est l'année où il y a eu pas mal d'actu sur des femmes qu'on empêchait d'allaiter dans l'espace public. Il y avait une femme notamment qui s'était giflée à Bordeaux, il y en avait une qui voulait allaiter à Disneyland, on lui avait dit non. Enfin, bon, il y a eu pas mal d'actu comme ça en peu de temps. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Puis, qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'on laisse pas les femmes allaiter dans l'espace public? Et je me suis rappelée aussi d'une phrase que j'avais lue pendant mon premier allaitement sur Internet en faisant des recherches. J'étais tombée sur quelqu'un qui disait « Allaiter n'est pas féministe », ce qui, moi, m'avait heurtée puisque j'ai allaité et que j'étais féministe. Donc voilà, je me suis mis une nuit, en fait, entre deux tétés à écrire sur mon téléphone des notes, des questions que j'avais comme ça. Et ça, c'était vraiment le point de départ du livre. D'accord. Oui, c'est vrai que le point de départ de plein de projets d'allaitement, c'est la nuit dans la maison, endormie quand on allaite. Pareil pour nous. Et donc c'est vraiment à partir du fait que cette femme s'est fait gifler que tu t'as voulu écrire ce livre, ou parce que toi, tu voulais depuis toujours allaiter, que tu voulais aussi écrire ce livre? Non, je pense que c'est vraiment l'actualité qui m'a poussée à me questionner, parce que c'est vrai que je m'étais pas questionnée plus que ça avant sur l'histoire de l'allaitement et sur la sociologie de l'allaitement en France. Donc, ça a vraiment été le point de départ pour moi de ces questionnements. D'accord. Et donc, tu l'as dit, c'est au moment où tu avais ta première fille ou ta deuxième? C'est la deuxième. La deuxième. Et donc, tu as deux filles. Est-ce que tu penses que si ça avait été des garçons, ça t'aurait influencé ou pas plus que ça? Je pense que ça aurait rien changé, en tout cas. Ouais. Enfin, je pense que j'aurais quand même écrit ce livre. Ouais. Ouais, parce que c'est vraiment en fait le prise de, cette réflexion que tu as lue de l'allaitement, c'est pas féministe, quoi. Mais ça, moi, je l'ai. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas pensé, mais avant d'allaiter, avant de vivre tout ça, c'est vrai que ça m'avait traversé l'esprit. Je crois que j'étais étudiante. Je crois que j'ai parlé à une femme à la pharma qui était venue, qui m'avait demandé une boîte de lait en poudre. Elle venait d'accoucher et qui m'avait dit, j'en ai ras-le-bol, j'ai prêté mon corps 9 mois, maintenant j'ai envie de le récupérer, c'est mon corps, j'ai pas à le partager. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça, en gros, elle m'avait dit, j'ai envie de fumer une clope et de boire un verre, quoi. Et en fait, c'est vrai que cette vision-là, moi, à 20 balais, qui sortait, où je me suis dit, ouais, effectivement, en fait, alors je n'imagine pas pourquoi à ce moment-là, je devais imaginer qu'un enfant, c'était très facile à faire garder, accessoirement. Mais je ne voyais pas tout le lien qu'il peut y avoir et tout. Mais je me suis dit, effectivement, en fait, c'est de l'asservissement. Enfin, je crois que ça m'avait traversé l'esprit. Alors que pourtant, j'ai grandi dans un milieu très pro-allaitement. Et voilà, et derrière, il y a l'histoire qui fait que j'ai beaucoup allaité et tout ça. Mais du coup, la dualité féminisme, allaitement, mon corps, mon choix et tout ça, c'est vrai que ça peut diviser. C'est ce que tu explores d'ailleurs. Et donc, du coup, on sait que tu as deux filles. Moi, je sais qu'elles s'appellent Lou et Suzanne. J'ai fait des recherches. Ma sœur m'appelle Cantico, d'ailleurs. Mais ton dernier livre que tu as écrit, c'est Filles de nos mères. Et donc, celui-là explore le lien mère-fille qui est, on ne va pas se mentir, très complexe pour certaines et qui parle aussi de transmission. Est-ce que toi, tu aimerais leur transmettre cela, d'avoir le choix d'allaiter si un jour elles veulent des enfants et si c'est le cas? Exactement. Oui, exactement. Si un jour, effectivement, elles veulent des enfants, qu'elles en ont, moi, je leur laisserai évidemment le choix. En même temps, je suis personne pour leur dicter ce qu'elles doivent faire, mais en tout cas, je les soutiendrai quel que soit leur choix et puis je les aiderai, en tout cas dans ma capacité de le faire, pour si elles veulent allaiter ou si elles veulent donner le biberon. D'accord. Et toi, ta mère t'avait allaité, t'avais une image dans ta famille de femmes qui ont allaité ou pas du tout? Oui, alors moi, ma mère m'a allaité 6 mois, ce qui était déjà pas si mal pour les années 80. Et après, moi, j'ai pas vu de bébé être allaité vraiment autour de moi, mais c'est vrai que je pense que en sachant que j'avais été allaitée,
j'ai jamais vraiment réfléchi à ça comme enfin, disons que je me suis toujours vue allaiter, quoi. Je pense qu'il y a de la transmission, elle s'est faite un peu de façon inconsciente et pour moi, c'était évident. Et alors maintenant, on va explorer un peu plus le sujet donc du livre pour lequel on t'interroge aujourd'hui. On va parler d'histoire de l'allaitement. Alors, on va remonter un petit peu. Donc, ce qu'on a dit, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment l'allaitement a été perçu du Moyen-Âge au début du XXe siècle? C'est une grosse période. Si tu peux nous résumer un peu tout ça. Alors, effectivement, jusqu'au XXe siècle, l'allaitement était la norme, à défaut, en fait, d'alternatives plus fiables. Enfin, plus fiables, ou d'autres alternatives fiables, on va dire. Donc, c'était la norme, sauf chez les nobles et chez les rois de France. Voilà, on avait plutôt recours à des nourrices mercenaires, donc des nourrices allaitantes qui vivaient à domicile. Mais au XVIIIe et au XIXe, les nourrices, finalement, elles étaient un petit peu utilisées par toutes les franges de la population, en tout cas dans les grandes villes comme Paris et Lyon, où les femmes devaient retourner à travailler dans les usines ou dans les commerces, etc. Et le fait de garder son bébé avec soi, c'était pas très compatible. Donc, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles envoyaient leurs enfants chez des nourrices. Donc, il y avait des régions comme le Morvan, par exemple, où il y avait un gros terreau de nourrices. Et plus on était pauvre et plus on envoyait son enfant loin, avec en fait les risques de mortalité de plus en plus élevés, malheureusement, puisqu'il y avait plus de chemin à faire, plus de trajets. On n'avait pas forcément de visibilité sur ce qui se passait chez la nourrice. On n'avait pas trop de nouvelles. Et souvent, ils revoyaient leurs enfants que 2 ans plus tard, s'ils étaient toujours en vie. Donc, malheureusement, c'est vrai que c'était une période un peu sensible. Donc, comment l'allaitement était perçu, je dirais qu'il n'était pas très bien perçu, en tout cas au XVIIIe, au XIXe. Voilà, on a perdu un petit peu de noblesse de l'allaitement, justement. On voyait l'allaitement comme quelque chose d'un petit peu mortifère. Parce que tu parles de taux de mortalité de plus de 70%, oui. Je crois. C'est énorme. Oui, c'est ça. Oui, c'était vraiment énorme. C'est vrai que les enfants, souvent, on les amenait pas chez le médecin s'ils étaient malades. Il y en avait qui mouraient sur le trajet pour aller chez la nourrice. Il y avait des accidents domestiques avec du bétail, notamment. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses. Et puis, des fois, malheureusement, ils étaient même pas allaités finalement chez les nourrices. Plus le temps passait, et moins les nourrices allaitaient réellement les enfants. Elles leur donnaient des bouillies ou du lait cru de vache, de chèvre, etc., qui n'étaient pas forcément très sain. Enfin, disons que c'était pas pasteurisé, donc forcément, il y avait des bactéries et des maladies, et voilà. Donc c'est vrai que le taux de mortalité était très. D'accord. Du coup, oui. En fait, c'est moins que ce soit l'allaitement qui soit mal vu et pas juste j'arrive pas à exprimer ma pensée, mais le fait d'envoyer son enfant ailleurs. Après, si t'as pas le choix, c'est l'allaitement qui est mis en cause, mais pas la. Oui, c'est vrai que les deux étaient intrinsèquement liés. Ouais. Et au début du XXe, quand on commence vraiment à avoir des laits stérilisés, des biberons aussi qu'on peut stériliser, ce qui n'était pas le cas avant, et en fait, on commence à pouvoir avoir une alternative fiable à l'allaitement. Et on voit le biberon comme quelque chose qui sauve des vies et l'allaitement comme quelque chose qui en retire, qui fait mourir des enfants. Donc, et c'est vrai que voilà, maintenant c'est inconscient, on n'a plus tellement ça en tête, mais c'est vrai que je pense que ça a conditionné le fait qu'on ait un peu une méfiance de l'allaitement en France et voilà, qu'on pas forcément une image très positive en tout cas. Et au début de ton livre, tu évoques le rôle des nourrices, donc à partir du XVIIIe siècle, comme tu viens de le dire. Donc déjà, il y avait une sorte de sélection, il y avait des lieux en France qui étaient plus pourvoyeurs de nourrices. Tu peux nous dire un petit peu comment était sélectionnée, par exemple, une nourrice ? Oui, elles étaient sélectionnées déjà sur leur corpulence. Plus si elles avaient une poitrine, tu vois, un petit peu importante et tout ça, c'était plutôt positif. Je crois que l'âge devait jouer aussi. Enfin, de toute façon, il fallait qu'elles aient déjà des enfants. Elles avaient généralement eu un bébé peu de temps avant pour avoir justement du lait. Alors, je sais qu'il y avait des agences de nourrices, par exemple à Paris. Donc, elles venaient, puis elles allaient chercher les enfants, et puis ensuite elles rentraient chez elles. Donc, dans le Morvan ou en Normandie ou en Picardie, par exemple. Et puis, et voilà, et c'est vrai que, comme ce que je disais, plus on était pauvre et plus on envoyait son enfant loin. Et évidemment, si on avait l'argent on prenait la nourrice à domicile, ce qui permettait de l'avoir sous les yeux tout le temps et puis surtout d'avoir son enfant près de soi. Ok. Bon, nous, on le répète, la grosse poitrine ne donne pas forcément plus de lait. Voilà. On a parlé du coup de l'histoire de l'allaitement, on a parlé de ce changement un peu au XXe siècle. Et alors, on veut parler d'allaitement et de féminisme. Pourquoi finalement
L'allaitement, c'est parfois considéré comme une tâche aliénante, comme le décrit par exemple Simone de Beauvoir, dont tu parles dans ton livre. Et à d'autres moments, c'est décrit comme un acte émancipateur pour les femmes. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, ce changement entre deux mentalités qui vraiment complètement s'opposent ? Alors en fait, les différents courants féministes, effectivement, ont eu différentes façons de considérer l'allaitement. À la fin du 19e, le féminisme est très pro-allaitement et globalement très pro-maternité. Et je dois dire les femmes de l'époque ont vraiment fait un travail de fou parce que elles ont réussi à avoir beaucoup d'avantages sociaux par rapport à l'allaitement. Elles avaient des salles d'allaitement dans les usines, elles avaient droit à un congé d'allaitement et les pauses d'allaitement étaient rémunérées. Ah oui, non, mais il y avait des trucs incroyables. Donc effectivement, à l'époque, vraiment, le féminisme était pro-allaitement, même si toutes les féministes ne l'étaient pas, mais on va dire que c'était un courant plutôt majoritaire à l'époque. Et par contre, après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu quand même la France de Vichy, les femmes très exploitées pour leur maternité, finalement, en fait, les femmes ont plus envie de ça après la guerre. Elles ont envie d'être libres, d'être tranquilles, de plus avoir d'enfants d'ailleurs, enfin pas toutes. Et quand elles ont des enfants, elles ont envie de pouvoir les laisser à quelqu'un d'autre et de faire leur vie, de travailler, etc. Donc à ce moment-là, le courant féministe n'est pas vraiment pro-maternité et encore moins pro-allaitement. Et effectivement, on voit l'allaitement comme quelque chose qui maintient les femmes à la maison. Et donc, c'est pour ça que Simone de Beauvoir a cette phrase très célèbre, effectivement, où elle dit que l'allaitement est une servitude épuisante. À savoir que Simone de Beauvoir n'a pas eu d'enfant et n'a pas expérimenté elle-même d'allaitement, et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel elle est revenue plus tard, quelques décennies après, en disant qu'elle regrettait un petit peu ses propos parce qu'elle avait été un petit peu généraliste sur le sujet alors qu'elle n'avait pas elle-même expérimenté ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce qui est repris beaucoup à l'époque. Donc un courant très 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 anti-allaitement dans les années 50. Et puis après, dans les années 70-80, on a un petit peu un autre courant qui arrive du féminisme et qui est plutôt pour la libération des corps, les libérations sexuelles et l'empouvoirment du corps féminin. Et donc ça passe aussi par la reprise de l'allaitement contre finalement les lobbies du lait et puis des industries, en fait. Les industries, tout simplement. On peut nourrir son enfant par son corps et on n'a pas besoin des autres. Et c'est ça, en fait, le message un petit peu qui est diffusé au niveau des années 70. Donc ça explique qu'il y a effectivement deux courants qui s'affrontent et un changement de mentalité qui a effectivement évolué au fil des décennies. D'accord, oui, on en a parlé avec la maman d'Hélène qui a allaité dans les années 80 et du coup ta maman à toi. C'est vraiment la décennie où l'allaitement commence à avoir la cote et après les années 80, du coup ça se traduit comment l'allaitement ? Alors en fait, dans les années 70, les taux d'allaitement sont au plus bas en France. Vraiment, on est vraiment sur un V, on est dans le bas du V. Et effectivement, après, avec toute cette reprise, et puis c'est aussi l'époque où on commence à avoir les premières études scientifiques sur le lait humain. Et on se rend compte qu'en fait, il y a quand même des bienfaits. Donc, c'est vrai que tous ces facteurs font que les femmes vont recommencer un petit peu à allaiter, doucement. Mais effectivement, dans les années 80, on allaite un petit peu plus, années 90 également. Et depuis, je crois, une dizaine ou une vingtaine d'années, on est plus ou moins sur un palier, à peu près 70% de taux d'allaitement à la naissance. Oui, après là, on voit quand même qu'il y a un retour, une volonté, par exemple, d'accouchement plutôt naturel et donc ça va de pair avec l'allaitement. Là, oui. Je trouve que depuis 2018-2020, on est dans cette ère-là, ces mentalités-là. Mais après, on est peut-être un peu influencé par les algorithmes depuis 2020. On a des enfants. Ouais. Mais non, pour le coup, les études Epiphan qui ont été faites, c'est 2021 et 2013, je crois. Donc, c'est des études qui suivent les taux d'allaitement sur du long terme. Il y a une augmentation en fait de la durée médiane de l'allaitement. Donc, on allaite plus longtemps aujourd'hui en France. C'est ça. Donc, il y a quand même quelque chose qui est démontré. Il y a normalement des politiques de santé publique qui sont censées être mises en place. Moi, je les vois peu, mais normalement, dans les 1000 premiers jours, il y a le sous-allaitement, les choses comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, on sait que l'allaitement au niveau mondial, c'est un enjeu de santé publique en termes d'économie, d'écologie et de santé. Et donc, normalement, les politiques sont censées aider les mères. Mais on voit où on en est en 2025, où une maman veut allaiter dans une gare à Nantes et se fait virer du bureau SNCF. Donc, on en arrive là aujourd'hui. Donc, pour toi, c'est quoi les principaux obstacles que vont rencontrer les mères qui souhaitent allaiter aujourd'hui en France, finalement ? Alors, pour moi, le principal vraiment obstacle, c'est le manque d'information.
on a quand même, c'est un peu difficile quand même d'accéder à des informations fiables sur l'allaitement. Il faut déjà savoir où chercher, quoi. Après, boum, faut taper. Oui, voilà, exactement. Et en même temps, on l'a créé parce qu'on a aussi été confrontés à ça, un manque d'informations, alors qu'on est pro de santé, quoi. Donc, c'est ça. Parce que même dans les maternités, malheureusement, il y a encore des informations un peu erronées qui circulent. Bien sûr. C'est vrai que si on n'a pas potassé le sujet en amont, des fois, c'est un peu difficile de faire la part des choses. Donc moi, je dirais vraiment le manque d'informations et puis les jugements, hein, parce que clairement, on continue à se juger entre mères et voilà, se dire toi t'allaites, toi t'allaites pas. Donc voilà, on sait que ça n'aide pas du tout. Après, il y a aussi effectivement les politiques publiques qui sont pas encore tout à fait adaptées au niveau des congés postnataux, au niveau de la logistique de tir-allaitement au travail aussi. Et puis, pour moi, un autre obstacle, c'est aussi le fait qu'on a encore du mal à normaliser l'allaitement. Ça vient petit à petit, mais voilà, le voir plus souvent dans des séries, dans des films, dans des pubs, dans des livres, n'importe où. C'est vrai que juste, je reviens sur ça parce que je voulais en parler aussi. Avec mon mec, on regarde des séries, en veux-tu, en voilà, et jamais, j'ai pas une série moi en tête, en exemple à donner où une maman allaite. T'en as un peu dans Friends. Moi je regardais pas c'est Friends. Pas bien vu en fait. C'est vu sur sexualisation de la poitrine. Desperate Housewives, t'as un allaitement long. Où en fait c'est hyper mal vu, un petit 3 ans qui a allaité et la meuf du coup elle lui donne du jus d'orange. Mais en fait du coup il a 9 ans. Ah, c'est ça, mais en fait c'est pas des visions positives ou juste normales, ce que tu dis, le normaliser, de juste en fait une mère allaite devant quelqu'un, enfin en fait on s'en fout, c'est un non-sujet, en fait ça n'existe pas. Dans une prise de vie de quotidien, on n'en voit pas en vrai. En fait le problème dans Friends et toutes ces séries, et c'est ce que je dis dans le livre, c'est que c'est effectivement que des représentations qui sont vraiment négatives. En gros, soit la personne allaite longtemps et c'est mal vu, soit elle allaite dans l'espace public et c'est mal vu, soit c'est douloureux, ça se passe très mal. Donc en fait, il y a que ça. Et c'est seulement depuis 5 ans à peu près qu'on commence à voir quelques séries où on montre un allaitement sans que ce soit un sujet. Donc c'est pas ça fait mal ou je ne sais quoi, c'est juste il y a une mère, elle allaite et puis voilà, c'est pas le sujet de la scène. Et je pense notamment à Working Moms qui le fait très bien, mais ça reste très très rare encore. C'est vraiment très ponctuel. C'est vrai que cette représentation, nous on en parle souvent dans la littérature jeunesse, on en trouve peu. Oui. Mais il y en a un petit peu quand même. Plus que après, tu regardes les jouets enfants, les poupons, ils sont livrés avec le biberon, les Playmobil, quand il y a un bébé, il a un biberon. Enfin bon, après tu peux le vite donner avec un tire-lait, ça n'a pas de sens, mais voilà, mais c'est quand même l'outil et du coup prédominant dans la tête de tout le monde en fait. Et c'est vrai que je suis en train de réfléchir de séries récentes, moi j'en vois pas non plus, en effet. C'est pas du tout un sujet. Encore moins séries américaines. Et pareil dans la pub, parce que dans la pub, en fait, de toute façon, si tu montes de la poitrine, c'est pour la sexualiser. Et il y avait Tajine Banane qui avait fait des campagnes d'affichage, en fait, avec des seins lactants, et c'est les seuls, quoi. Enfin, il y a eu que ça. Hein. Oui. Voilà, c'était la petite parenthèse sur le monde cinématographique. Et alors, pour toi, question à $100 000, justement, est-ce que l'allaitement est économique ? Bon, moi, je sais à peu près la réponse. Déjà, j'ai lu ton livre, mais écoute, je vais te dire oui et non. Alors, oui, parce que on s'évite l'achat de boîtes de lait toutes les semaines, etc. Même si, on achète aussi d'autres choses, comme des vêtements Tajine Banane, par exemple. Voilà, qui coûtent plus cher qu'une boîte de lait. Hein. Mais c'est vrai que si on a une vision un peu plus globale du truc, en fait, l'allaitement a un coût qui est sociétal et professionnel. Pour les femmes et qui prend du temps en fait, mais que ce soit d'ailleurs le biberon aussi, parce que le biberon prend du temps aussi et c'est encore majoritairement les femmes qui le donnent. Et en fait, ce temps, il n'est pas valorisé par la société. Et c'est vrai qu'au niveau de l'allaitement, on sait que ça fait économiser des milliards de dollars au système de santé. C'est une étude du magazine scientifique The Lancet qui avait dit ça il y a quelques années. Et malgré tout, c'est pas compté, par exemple, dans le PIB, même pas le lait qu'on donne au lactarium et qui est ensuite revendu aux hôpitaux. Alors que, par exemple, en Australie, je sais qu'ils avaient calculé que l'allaitement dégage à peu près 3 milliards de dollars par an de production, qui n'est pas compté, du coup, dans le PIB. Donc, en fait, on voit qu'il y a un coût, quand même, un coût économique de l'allaitement, mais qui est complètement invisibilisé. C'est pour ça que j'ai du mal quand on dit l'allaitement c'est gratuit. Alors oui, on le dit en mode pro-allaitement et c'est gentil, mais en fait, dire que c'est gratuit, c'est nier que le temps et le corps des femmes, ça a une valeur. Et j'en ai déjà parlé, quand j'ai repris le travail, j'avais 1 heure par jour pour tirer mon lait non rémunéré, à l'époque où j'étais salariée. Donc ça veut dire que je prenais 1 heure de mon temps de travail.
Bah ouais, en fait, du coup, j'enlevais 1 heure par jour de mon temps que je devais rattraper. Donc, c'était bien 1 heure de moins avec ton enfant, potentiellement, puisque tu les rattrapes. Et à mon taux horaire, 1 heure de travail, c'était une boîte de lait, en fait. Donc, j'aurais pu prendre une boîte de lait par jour. Enfin, voilà. Ouais. Donc, c'était pas du tout économique en soi. Mais bon, évidemment, je ne faisais pas ça pour ça. Et on pense aussi à toutes les femmes qui prennent des congés parentaux pour continuer d'allaiter. Oui, et qui d'accord, il y a un coût sur la carrière aussi. Ce que je disais, il y a un professionnel, oui, complètement sur la carrière qui impacte ensuite jusqu'à la fin de sa carrière, en fait. Mais il y a vraiment un travail politique à faire pour, tu l'as dit dès l'entrée, mais améliorer déjà la reprise du travail en allaitant. Il y avait des primes d'allaitement, ma mère, elle m'en a parlé. Ouais, mais ça n'existe plus. Mais ça n'existe plus parce qu'on dit oui, mais les femmes, elles vont mentir, elles vont dire qu'elles allaitent pour avoir des primes. Voilà, merci. Mais voilà, c'est vraiment, en effet, ça devrait être valorisé économiquement parce que ça fait faire des belles économies en termes de soins. Et alors, comment tu penses qu'on peut encourager une véritable liberté de choix pour les mères en ce qui concerne l'alimentation de leur enfant sans les faire culpabiliser? Et quel discours on peut adopter? Déjà, il faut s'encourager, en fait, quel que soit son choix. Nous, en tant que personne, encourager ses amis, etc. Se soutenir, en tout cas, quoi que choisisse la personne. Ce qui aiderait, évidemment, aussi, c'est de mieux former les soignants, parce qu'il y a encore très peu de vraies formations d'allaitement, en tout cas dans les cursus, il me semble. Enfin, vous le direz mieux que moi, mais il me semble que le cursus de base c'est ça, c'est pas un sujet, en tout cas, j'ai l'impression. Et puis oui, du coup, les politiques publiques, puis aussi le fait de normaliser, du coup, l'allaitement dans la vie de tous les jours, dans la pop culture, etc., pour qu'on grandisse, en fait, en voyant de l'allaitement comme quelque chose de normal, dans les dessins animés, dans les livres pour enfants. C'est vrai que ça commence par là. Et donc, tu parles des pros de santé, justement, nous, quoi. Selon toi, dans ce contexte, je sais que tu as eu des mauvaises expériences avec des consoeurs et confrères liés à tes allaitements non écourtés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour qu'on retienne la leçon, nous, pros de santé? Oui, c'est vrai que j'ai eu pas mal de remarques, surtout pour ma première, bizarrement, alors qu'elle était plus jeune. J'en ai eu pour la deuxième, alors qu'elle avait déjà plus de, je dirais, 2 ans, 2 ans et demi. Des médecins, effectivement, des gynécologues aussi, qui étaient très étonnés de savoir qu'on pouvait allaiter aussi longtemps et qui me demandaient pourquoi je faisais ça, que c'était quand même assez malsain, qu'il fallait couper le cordon, etc. Oui, je dirais que les pros de santé, idéalement, devraient soutenir les femmes, quel que soit leur choix, et puis surtout bien les informer. Et par bien les informer, oui, je pense à l'allaitement, mais je pense aussi au lait infantile, parce que je sais que les mères qui choisissent de ne pas allaiter, elles sont quand même assez souvent perdues aussi sur le choix du lait infantile et la façon de couper l'allaitement, de couper la montée de lait aussi. Donc là aussi, il y a un manque d'information, j'ai l'impression, et quelque chose à faire. Ouais. C'est vrai que les sevrages sont souvent très mal accompagnés, que ce soit en début ou en fin. On a du mal à trouver les infos et le soutien. Et donc, on parle des pros de santé là, mais aussi quel rôle pour toi a l'entourage et le coparent dans le fait d'allaiter ou pas quand on est jeune maman? Je dirais pareil, le soutien, l'encouragement. Et puis c'est vrai que le coparent, il a un rôle clé finalement. Donc oui, en fait, il y a des études qui montrent que le rôle du coparent est super important. S'il est présent, s'il est là pour encourager, qu'il est pour l'allaitement, on se rend compte qu'en fait, ça dure plus longtemps et ça se passe beaucoup mieux. Et même la présence du coparent dans la pièce quand la mère allaite, par exemple. Il y a eu des études là-dessus aussi et on voit que ça aide vraiment le bébé à mieux téter. Et je trouve ça incroyable. Et c'est vrai que les coparents, souvent, ils peuvent se sentir démunis et se dire « Oh là là, j'ai rien à faire, du coup, j'ai pas mon rôle ». Mais au contraire, en fait, leur présence est super importante et leur soutien. Il y a plein de choses à faire autour de l'allaitement et vraiment, c'est un rôle très, très important. Bon, j'espère qu'il y a des coparents qui nous écoutent en tout cas, mais c'est vrai qu'on va y revenir sur un épisode avec la place du coparent dans l'allaitement et il a un rôle clé. C'est vrai que, moi, mon mari, au début, il se disait mais je sers à rien. Si, déjà, tu peux me faire un petit verre d'eau, masser les pieds ou gérer tout ce qu'il y a autour et ça permet à la maman d'être apaisée et le bébé le ressent et je pense que c'est plus apaisé aussi pour téter, ouais. Même au début, on parlait d'allaitement dans l'espace public. Je pense que des fois aussi, quand on n'est pas forcément à l'aise dans les débuts, être avec quelqu'un, ça aide. Tu te sens plus forte. Je pense que j'ai jamais eu le souci, mais j'ai déjà allaité en pleine rue. J'ai allaité partout, je pense. Mais au tout début, je pense que le fait que Benjamin soit là, à côté, des trucs cons, mais quitte à mets-toi plutôt là et tout. En fait, ça te soutient et oui, ça te conforte dans ton choix et que tu sais que t'es à ta place, en fait. Et alors, Flo, comment tu vois l'évolution de la perception de l'allaitement
l'allaitement dans les années à venir ? Alors, comme on le disait tout à l'heure, on n'allaite pas vraiment plus à la naissance. Enfin, en tout cas, depuis quelques années, c'est un petit peu sur un palier. Mais c'est vrai qu'on allaite plus longtemps. Et moi, je pense que petit à petit, on va commencer à mieux considérer les allaitements de bambins, qui pour l'instant, c'est encore assez compliqué. Quand ton enfant a 2-3 ans, d'assumer que tu l'allaites encore. Voilà. D'ailleurs, c'est ce mot « encore » qui revient quand même très souvent. Ouais, moi, j'aime pas quand on me dit « tu allaites encore ». Je dis « oui, j'allaite toujours ». Voilà, exactement. Donc, oui, moi, j'espère en tout cas que la perception de l'allaitement de bambins sera un petit peu mieux considérée dans les années à venir. Ouais, ça, c'est vrai que c'est encore un petit peu dur. On voit, pareil, c'est sur les réseaux, donc c'est biaisé, mais... Ouais, tu l'as dit, toi, des pros de santé t'ont fait la remarque de c'est malsain, c'est incestueux, c'est va avoir des problèmes plus tard. Je rappelle que j'ai été allaitée 4 ans. Voilà. Mon cas ne fait pas une généralité, mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Mon fils de 5 ans boit encore un biberon tous les matins, donc c'est qu'a priori, il a encore besoin de téter et du lait. Bon, il ne tète plus mon sein, il est sevré. Hein. Mais voilà, en fait, tant que c'est acceptable de voir un enfant avec un bib, en quoi ce serait choquant en fait, de le voir continuer à téter. Mais bon, ça, c'est vraiment Après, à ancrer. Je pense que c'est un autre sujet. Mais moi, je pense pas que j'assumerais que ma fille rentre à l'école et que je l'allaite toujours, tu vois. Mais ça te concerne toi. Ouais, voilà, ça me concerne moi, mais de le dire à la maîtresse et tout, j'aurais peur qu'elle soit mais jugée. c'est parce que t'as peur du regard des autres, c'est parce que c'est pas accepté dans la société, quoi. Ouais. Mais en soi, parce que souvent, en plus, c'est de l'allaitement entre guillemets à l'amiable, c'est une certaine période et en fait, tu sais plus à la demande, quoi. Donc ton bébé, ton enfant, du coup, on peut retarder les tétés, on n'est pas obligé de l'allaiter devant l'école. Enfin, après, on fait comme on le veut. Et donc, on va finir sur une dernière question, n'est pas des moindres, et je pense que si vous voulez vraiment la réponse, lisez le livre de Flo. Est-ce qu'allaiter, c'est un acte féministe ? Oui, ça, c'est la sacrée question, effectivement. Oui, allaiter, c'est féministe, mais ne pas allaiter, c'est féministe aussi. Voilà. Tu veux pas développer ? Non, mais en fait, tout simplement avoir le choix et laisser aux femmes le plein choix serein, éclairé, libre. C'est ça qui est féministe. C'est de vraiment les accompagner dans ce qu'elles veulent faire. Et puis, voilà, c'est vrai qu'on peut pas dire tel truc ou tel truc n'est pas féministe. En fait, c'est vraiment le choix qui l'est. Donc, c'est ça qui importe. Eh bien, merci beaucoup, Flo. Merci beaucoup, Flo, pour cet échange enrichissant. Merci. Donc, on rappelle que ton ouvrage « Mes seins, mon choix », ça apporte un éclairage précieux sur les enjeux entourant l'allaitement et le féminisme. Vraiment, lisez-le. J'en profite aussi donc pour dire que tu as un autre livre qui s'appelle « Filles de nos mères », que je suis en train de lire, donc qui explore les rapports mère-fille. Ouais, moi j'attends qu'elle le finisse pour le lire. Non, mais c'est trop bien, parce que moi, du coup, on me parle souvent de la relation avec ma mère que j'ai, qui est très fusionnelle depuis l'âge adulte. Hein. Et aujourd'hui, j'ai une fille, et du coup, pareil, je me posais plein de questions de quelle mère je vais être pour elle. Est-ce que quand elle sera adulte, j'arriverai à être aussi bien que ma mère? Enfin, bref. Ouais, ça, c'est vrai que ça met la barre assez haut. Ça met la barre un peu haute. Mais voilà, mais c'est du coup hyper intéressant d'explorer ça. Et t'as aussi un livre en littérature jeunesse qui s'appelle Zaza, Queen de la bibliothèque, que je pense que je vais lire à mon fils parce que j'aime bien quand il y a des personnages queer dans la littérature jeunesse aussi. Donc, merci pour ça, vraiment. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était avec plaisir. C'était vraiment avec plaisir. Ouais, merci d'avoir répondu positivement à notre demande, en tout cas, parce qu'on est très fiers de t'avoir dans notre podcast. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui voulaient un peu un versant historique de l'allaitement, que nous, on ne pouvait pas forcément hyper répondre parce que c'est pas dans notre branche de profession, mais en tout cas, on est très, très heureuse de t'avoir eu. En plus, t'es super sympa. Enfin, vraiment, on t'adore. Merci beaucoup. Finalement, allaitement et féminisme se rejoignent sur un point essentiel, permettre à chaque femme de décider sans pression sociale ni jugement ce qui est le mieux pour elle et son enfant. Et nous aussi, c'est ce qu'on veut transmettre à travers nos épisodes. On allaite parce qu'on a envie. C'était l'heure de la tétée et toujours le point levé. En vrai, je sais pas trop si Amel Bent elle a allaité. Ou si elle est féministe. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.